Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice, auteure et j'accompagne aujourd'hui des personnes hautement sensibles qui veulent comprendre leur mode d'emploi et trouver enfin leur place, autant dans leur vie pro que perso. Depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible et que je me pose trop de questions. Parce que l'amour, la sexualité, les relations et la quête de sens font partie de mes sujets favoris et qu'on ne va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre, ou plus à prendre, nous dévoilerons leur cheminement personnel, sensuel et professionnel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte du Bonheur en barre sur Instagram et Pinterest où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode encore un peu plus personnel où j'ai envie, et on me l'a demandé aussi, de partager un peu mon parcours professionnel. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Moi, à chaque fois qu'on me dit mais pourquoi tu partages pas assez de toi, j'ai envie de dire mais parce qu'en fait ma vie on s'en tape. Mais parce que c'est ça, c'est vrai dans ma tête, mais c'est vrai que j'adore écouter les histoires des gens. Et ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément juste de vous raconter mon histoire parce que je reste persuadée que ma vie on s'en tape, mais c'est surtout que ça puisse vous... En fait, je vais essayer de faire en sorte de vous donner les différentes étapes qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis et de me trouver, on va dire, professionnellement. Donc au milieu du récit, je vais essayer d'y mettre de la structure, ce qui risque d'être difficile parce qu'une fois que je sais que je suis partie dans le récit, je serai dedans. Mais vous inquiétez pas, j'ai mes notes, comme d'habitude, #contrôle fric. J'ai mes notes face à moi et comme d'hab, parce que c'est mon 2e épisode que j'enregistre toute seule, je vais lire un peu mes notes et puis après vous verrez quand ce sera plus fluctuant, c'est que je ne les lis pas. En tout cas, déjà, merci avant tout de votre écoute et trop contente de vous partager ça, même si c'est toujours un peu difficile pour moi de vous partager des choses plus personnelles. Au final, ça me fait travailler aussi sur moi, donc merci de me lancer ces défis de temps en temps. Toute ma vie, je me suis dit... Mais moi, j'ai pas de passion, moi, j'aime faire plein de choses, mais moi, je m'ennuie vite. En fait, quand je comprends le principe ou que j'ai fait plusieurs fois la même chose, j'ai envie de passer complètement à autre chose. Et tout ça, en fait, ça m'a beaucoup donné des complexes. Je me rappelle une de mes premières longues histoires d'amour. Vous verrez aussi au fur et à mesure des podcasts où je me livre que mes histoires d'amour ont quand même bien rythmé, je dirais, ma vie. Mais mon premier compagnon avec qui je suis restée 10 ans avait une passion qui était la pêche et lui, il pouvait y passer tous ses week-ends. Et moi, je culpabilisais parce que je me disais, mais il faut que je me trouve une passion pour moi aussi m'occuper tous les week-ends. Sauf qu'en fait, moi, j'aimais bien cuisiner, j'aimais bien courir, j'aimais bien faire des bijoux, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien bosser aussi de temps en temps le week-end, j'aimais bien aller voir mes copines. Enfin, j'aimais bien faire 1000 choses, mais pas une seule. Et je me sentais comme, je vais pas dire inférieure, mais presque si, inférieure ou complètement instable. Et je me suis dit, professionnellement, en fait, jamais j'arriverai à me fixer sur un boulot puisque j'ai pas de passion. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir ces propos-là. Donc, si vous aussi vous vous retrouvez dans ces propos, je vais vous partager une partie de mon parcours pro et sûrement un peu perso au milieu de tout ça. Parce que je sais à quel point, justement, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, même quand on le sait, le chemin n'est pas vraiment terminé. En fait, on peut très bien ne pas savoir par où commencer ou alors se dire qu'on n'y arrivera pas, voire même finalement se rendre compte que c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc, étant passé par toutes ces étapes-là, je vais vous raconter un peu tout ça. Tu veux faire quoi quand tu seras grande ? À cette question, j'ai envie de dire que selon l'âge où on va vous la poser, la réponse sera pas du tout la même. À la limite, à 4 ans, c'est marrant. Mais à 15, au moment de choisir son orientation, franchement, c'est flippant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on en sait ? Pourquoi, à votre avis, il y a tant de gens qui se reconvertissent aujourd'hui ? Mais peut-être justement parce qu'à 15 ans,
On n'a pas testé assez de choses et on peut pas savoir si oui ou non tel métier est fait pour nous. Et comme j'aime bien le dire, c'est très chouette de nous apprendre à l'école l'histoire, les maths et la géo. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas aussi apprendre des choses qui sont plus concrètes pour savoir si on préfère telle activité ou telle autre? Je m'égare un peu, mais vous l'aurez compris, cette question ado a eu un grand impact sur moi et je pense que les adultes minimisent beaucoup cet impact-là. Si je repars dans mon enfance, j'ai voulu faire plein de métiers différents. Ça a commencé par garagiste, puis Julie Lescaut, on peut dire enquêtrice. J'ai voulu faire esthéticienne, photographe de plateau, puis écrivaine, puis assistante sociale et psy. Donc, autant vous dire que quand j'étais en troisième, je ne savais pas vraiment comment choisir un métier spécifique. Et je vous avoue que choisir me faisait peur. En réalité, il n'y avait rien qui me tentait plus que ça. Je procédais par élimination. Bac S, non merci, bouffer des maths, c'est pas mon truc. Bac L, à l'époque, j'aimais pas lire, donc je pensais pas y avoir ma place. Bac ES, j'aurais pris ça par dépit, mais franchement, vu comme je vois comment l'économie ne m'intéresse peu aujourd'hui, je suis contente de pas y être allée. Et bac pro, à l'époque, on me disait, bah non, va pas dans un bac pro, tu vas te fermer des voies si tu sais pas ce que tu veux faire. Ok, on fait quoi du coup? À ce moment-là, moi, je voulais être psy. Je me voyais justement en fac de psycho et après recevoir mes patients dans un cabinet. C'était vraiment ma petite vision, je sais pas pourquoi. Et à très juste titre, on m'a quand même dit que j'étais alors trop fragile ou fragile, on mettra ce qu'on veut là-dessous, et que si j'étais psy, j'allais pleurer avec mes clients et que ça le faisait moyen. Bon, aujourd'hui, je peux vous dire que non, ça ne se passe pas comme ça. Ma maman, qui à l'époque me connaissait déjà très bien, elle avait identifié qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime à la fin de la journée avoir un résultat concret. Donc merci maman. Et elle m'a proposé en fait d'aller voir les portes ouvertes de l'école à côté de chez moi qui avait une filière STI à appliquer, donc très dans dessin, stylisme, histoire de l'art, architecture, etc. Et franchement, quand je suis allée aux portes ouvertes, ça m'a trop donné envie. C'était trop beau ce qu'ils faisaient. Les cours avaient l'air super bien et j'aimais beaucoup l'idée d'être un peu dans une section à part qui était, je pense, un peu artistique. En fait, c'était ce côté-là qui m'intéressait. Et aussi, on avait des grandes plages horaires pour bosser sur nos projets et ça, c'était hyper confort pour moi. Sauf que, en réalité, je savais pas dessiner. Je dessinais d'ailleurs pas quand j'étais petite. Je lisais pas de BD. Les dessins animés, j'en regardais, mais pas plus que ça. Et bref, c'était vraiment les portes ouvertes qui m'ont fait dire c'est ça. Donc, c'était pas une vocation depuis toujours. Finalement, je dépose un dossier et comme ils sélectionnent que sur les matières générales, eh ben, j'ai la chance d'être sélectionnée. Sauf que 4 mois après la rentrée, mes parents sont convoqués par les professeurs, non pas parce que je suis une terrible élève qui fait que des bêtises, mais parce qu'en fait, les profs estimaient que j'étais pas à ma place. Pour eux, en fait, je réussirais pas dans ce domaine. J'aurais effectivement mon bac parce que j'avais des bonnes notes en matière générale, mais je savais pas dessiner. Pour eux, j'avais pas la culture de l'image, etc., etc. Ce qui est dommage parce que moi, pour la seule fois de ma vie, je pense, je me sentais à ma place dans cette classe. Non pas forcément dans les activités qu'on faisait, je voyais très bien que je galérais, mais dans le groupe, je me sentais vraiment à ma place. Donc là, les professeurs m'incitent fortement à me réorienter en section littéraire parce que j'avais des bonnes notes en français et en anglais. Sauf qu'ils m'ont pas demandé si j'aimais le français et l'anglais, en vrai. Et mes parents, et une fois de plus, je les en remercie d'ailleurs, ont répondu aux profs qu'ils allaient me demander mon avis, en fait. Et que si je voulais rester dans la section, certes, on ferait peut-être pas de moi Picasso, mais que globalement, je devrais quand même m'en sortir. Et du coup, je suis restée. Mon côté challengeuse s'est un peu dit, je vais lui prouver à ce bip-bip de professeur que je vais réussir, parce que c'en était surtout un qui voulait pas que je reste. Et donc, je suis restée, j'ai bossé comme une tarée, j'ai eu mon bac, effectivement, uniquement grâce aux matières générales, mais comme j'aime à le dire, on m'a demandé de dessiner un abri pour chien à mon sujet de bac. Donc, autant vous dire que moi, dessiner des animaux, quand on sait pas dessiner, c'est chaud. Et puis un abri pour chien, certes, j'ai beau être créative, une niche restera une niche. Hein. Mais bon, au final, j'ai quand même eu mon bac. J'ai trouvé un job de graphiste en agence. Et ensuite, je me suis mise à mon compte en tant qu'indépendante et j'ai réussi à avoir des clients. Sauf que, parce qu'il y a toujours un mais dans les contes de fées, au bout de quelques temps, oui, déjà, la petite voix de ce professeur résonnait toujours dans ma tête. Et en fait, j'avais cette sensation à chaque nouveau projet, à chaque fois que j'avais de la créa à faire, de devoir faire mes preuves ou presque d'aller contre nature. Comme si, au fond, j'étais consciente que c'était pas complètement moi,
mais que j'allais y aller quand même. C'était pas naturel, en fait, c'était pas fluide. Et même si j'aimais ce métier, je me voyais pas vieillir dans ce métier-là. Ça manquait de sens pour moi, en fait. En parallèle de ça, j'ai aussi suivi une thérapie et je me rappelle qu'en sortant de ma dernière consultation avec ma thérapeute, d'ailleurs, je me rappelle qu'elle m'a dit: «Bah, c'est bon, on a fini, à moins que vous ameniez du nouveau matériel». Et là, dans ma tête, je me suis dit: «C'est-à-dire nouveau matériel? Faut que je revive des trucs, horribles?» Donc bon, bref, on arrête. Je ramène pas du nouveau matériel et vraiment, je sors, je me revois devant la rue et je me dis: «Bah, je suis bien dans mes baskets», parce que je mettais déjà des baskets à l'époque, mais je me sentais ultra révoltée, en fait. Donc pourquoi révoltée? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais 28 ans et que j'avais eu besoin de vivre des événements douloureux pour aller en thérapie et pour enfin commencer à comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais. Bon, encore une fois, vous allez vous dire que j'accuse l'école. J'ai rien en soi contre l'école parce que j'ai appris plein de choses. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi on m'apprend l'histoire de Jules César ou de Vercingétorix ou de qui vous voulez avant même de m'apprendre comment moi je fonctionne. Mais je vais pas réouvrir le débat. En fait, du coup, de tout ça, du fait que voilà, j'avais toujours en tête je me voyais plus tard recevoir des clients ou des patients dans mon cabinet. Ça, c'était dans ma tête et c'était toujours là. Et en fait, je vais vous expliquer un peu toutes les graines qui ont germé petit à petit et qui m'ont permis de faire en fait cette reconversion. Donc déjà, il y a eu cette thérapie où en sortant, je me suis dit, bah moi, en fait, à ma portée, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre pour que ça puisse aider d'autres personnes à se comprendre. Des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller en thérapie, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en thérapie, des personnes qui n'ont pas envie de lire des livres. Enfin voilà, je me suis dit, bah, peut-être que le peu que j'ai appris, je vais pouvoir le transmettre. À ce moment-là, dans ma vie, quand je sors de thérapie, voilà, c'est vraiment une idée qui germe dans ma tête, mais pour le moment, je sais pas trop quoi en faire ou comment faire. Est-ce que je me réoriente? Est-ce que je vais en fac de psycho? Bref, je sais pas. Je sais pas, je continue mon job de graphiste à mon compte, qui me plaît, qui me permet de gagner ma vie, qui est très confortable et ça me va. Et un peu plus tard, je me rends compte que dans ma vie, j'ai du temps. Parce que, à ce moment-là, à cette période-là, j'ai peut-être moins de projets boulot et ça me laisse plus de temps et ce temps, en fait, j'ai pas envie de le mettre, à regarder des séries ou à faire la cuisine ou enfin, voilà, je sens que j'ai envie de le mettre à contribution pour quelque chose qui a du sens pour moi, mais j'arrive pas trop à définir quoi. Donc je prends contact avec, une association comme SOS Amitié et là, ils m'expliquent un peu, les procédures de recrutement et cetera, mais bref, les choses font que je peux pas commencer, la formation avant au moins 1 an. Donc du coup, bon, je vous avoue que moi, je suis quelqu'un qui aime quand ça va vite quand même, donc c'est un peu frustrant pour moi. À ce moment-là, je fais mon ikigai, je le fais toute seule. Je me rappelle vraiment, j'ai regardé, plein de tutos, pour le faire, je me suis posé plein de questions et puis je me rappelle de ce petit truc à la fin qui me dit: mais en fait, je sais, j'ai compris. Mon job, je l'adore, mais juste, il me manque un truc dans ma vie, c'est vraiment cette dimension humaine d'écoute, d'accompagner les gens, de transmettre du bonheur. Encore une fois, ça peut vous paraître très bisounours et je m'en excuse pas parce qu'en fait, c'est ma façon d'être. Mais voilà, c'était ce truc-là. Autant mon job correspondait à ce que j'aimais, il pouvait correspondre aussi à ce que je savais faire parce que bien que j'étais pas douée au départ, j'avais quand même appris et il me permettait de gagner ma vie, mais il manquait cruellement de sens à mes yeux et j'insiste vraiment sur le «à mes yeux» parce que le job de graphiste n'est pas un job qui manque de sens, mais pour moi, il me manquait quelque chose. Donc de cet ikigai, je me suis dit la première question que je me suis posée en fait, c'est, bah, comment je vais pouvoir remettre un peu cette dimension humaine, ce côté compréhension du cerveau, développement personnel dans ma vie. Petit à petit, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais aller, à, telle conférence» ou voilà, je vais commencer comme ça. Donc je suis allée, je me rappelle, à une conférence, avec une amie à Lyon. Donc c'était une conférence de Steven Rudolph sur les intelligences et les natures multiples. Donc là, vous allez me dire: «C'est quoi ce truc?» Bref, en sortant de cette conférence, j'ai compris que déjà, on est tous intelligents. Et là, dans ma tête, c'était genre: «Ah bon? Moi aussi, je suis intelligente?» et j'ai compris que, ben,
Moi aussi, moi qui croyais que seule ma sœur était la plus intelligente de la famille, non, j'avais ma façon à moi d'être intelligente. Donc pour vous expliquer un peu le concept des intelligences et des natures multiples, c'est qu'en fait, il y a un constat qui a été fait qui part d'un constat très simple, c'est qu'on a tendance à évaluer l'intelligence avec l'outil du quotient intellectuel qui mesure l'intelligence, mais plutôt sur un côté logique, linguistique, peut-être visuel, spatial. Mais finalement, donc la personne qui s'appelle Howard Gardner qui a mis au jour ce concept-là s'est dit, mais si l'intelligence c'est entre guillemets que la logique, la linguistique, le sens de l'orientation, comment c'est possible en fait qu'il y ait des grands virtuoses, des grands athlètes, des grands artistes? Comment c'est possible? Parce que finalement, c'est des gens brillants qui réussissent dans leur carrière, mais qui ne sont pas considérés comme intelligents si on mesure avec le QI. Et de ce constat-là, en fait, il en a déduit, enfin identifié, je dirais plutôt, 10 intelligences. Comme d'hab, vous avez un lien avec l'article de l'épisode et où vous verrez en infographie les différentes intelligences et les différentes natures que je vais vous exposer maintenant. Donc du coup, voilà, on peut avoir une intelligence effectivement logique, linguistique, mais on peut aussi avoir une intelligence corporelle brute qui va être la faculté à coordonner son corps avec ses mouvements. On peut avoir une intelligence corporelle fine, où là, ça va plutôt être tous les gestes minutieux, le lien un peu entre le cerveau et nos mains. On peut avoir une intelligence naturaliste, musicale, etc., etc. Et une autre personne, donc qui s'appelle Steven Rudolph, celui qui donnait la conférence ce jour-là, a lui mis au jour le concept des natures multiples. En fait, il est parti d'un constat aussi très simple, c'est que finalement, ok, on peut avoir une intelligence musicale. Je prends toujours cet exemple parce que je le trouve très très parlant. Mais admettons, on a une intelligence musicale. Comment on sait si on va être prof de musique, musicothérapeute ou art-thérapeute, ou peut-être rockstar? C'est complètement différent. Et en fait, en se rendant compte de ça, il a observé des enfants, parce qu'il a quand même construit une école, etc. Et il s'est dit, finalement, chaque enfant ou chaque personne a des tendances de comportement naturel qu'il fait de manière très fluide, en fait, et ce, dès l'enfance. Et donc, il en a identifié 9 natures. Par exemple, on a la nature éducative, pour les gens qui aiment transmettre et voir les autres grandir. On a la nature guérisseuse, pour ceux qui sont vraiment dans le prendre soin. On a la nature aventurière, pour ceux qui aiment se donner des défis, etc., etc. Chaque intelligence et chaque nature font partie intégrante de chacun de nous, mais on en a développé certaines plus que d'autres de par nos expériences, notre éducation, nos goûts et les activités qu'on a pu faire. Et du coup, moi, en partant de cette conférence, je me suis rendu compte que, oui, j'avais des parts de moi, comme mon intelligence visuelle graphique, qui était nourrie via mon activité, mais plein d'autres intelligences qui n'étaient pas nourries. Et Steven Rudolph nous invite à voir chacune de nos intelligences et de nos natures un peu comme des tigres. Chaque tigre a plus ou moins faim, donc chaque tigre est plus ou moins gros. En revanche, tous les tigres doivent manger. Et si on ne nourrit pas nos tigres, c'est le tigre qui nous mangera. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'on peut, à différents moments de notre vie, ressentir une sorte de grosse frustration parce que certains tigres ne sont pas nourris. Et du coup, pour re-switcher, on va dire, sur mon activité et ma vie à ce moment-là, moi, j'ai toujours aimé écrire. À ce moment-là, cette partie de moi qui va être effectivement l'intelligence linguistique que je mettais auparavant uniquement dans la lecture n'était pas nourrie. Ma nature guérisseuse, qui est le fait d'aimer être à l'écoute, prendre soin des gens qui en ont besoin, n'était pas nourrie. Et plusieurs autres, ma nature éducative, etc. Et en fait, de cette conférence-là, je me suis dit, ok, il y a des choses qui sont pas nourries chez moi. Je vais me laisser le temps de voir comment je vais faire. Mais en tout cas, je me suis sentie légitime dans le fait de ne pas me sentir à ma place. Et quelques temps après, je suis allée à une autre conférence organisée par Switch Collective. C'était super intéressant.
En fait, donc Switch Collective, c'est un organisme de formation qui aide les personnes à se reconvertir. Et là, à cette conférence, il y avait 4 personnes complètement différentes. Des personnes qui avaient suivi le cursus Switch Collective et des personnes qui ne l'avaient pas suivi. Mais 4 personnes qui s'étaient complètement reconverties. À ce moment-là, j'ai pris conscience que, ok, chacun avait sa manière et son rythme de s'être reconverti, mais chacun s'était reconverti. Et je me suis dit, ok Sophie, c'est possible. Donc je me rappelle, je sors de cette conférence, j'étais avec un ami, je lui dis, oh, mais en fait, j'ai trop envie de faire quelque chose, mais je sais pas quoi, bref. Je rentre chez moi, je crois que je n'ai pas dormi cette nuit-là d'ailleurs. Et je me suis dit, je veux écrire un livre. Sauf que, syndrome de l'imposteur oblige, je me suis dit, mais attends Sophie, t'es qui en soi pour écrire un livre? Enfin, je veux dire, t'as rien vécu dans ta vie à part une rupture, t'as fait 6 mois de psy, bon, on va peut-être arrêter là les délires. Et je me dis quand même que ça me tient à cœur, etc., etc. Et en fait, j'ai lancé mon blog. À ce moment-là, je me dis, ok, mon livre, je vais le découper en chapitres, en articles même. C'était comme si mes chapitres devenaient des articles. Et dès le lendemain, j'ai la chance d'être graphiste, donc je savais faire un blog. Donc, je me lance, j'achète mon petit template WordPress et je monte mon blog. Assez naturellement, je suis allée d'abord sur ce que je savais faire. Donc, j'ai fait toute la partie visuelle de ce site de ce blog, ce site. Et le dernier jour, il me restait les articles à écrire. Finalement, ça s'est fait de manière fluide. Je ne vous invite pas à les relire. D'ailleurs, je ne devrais pas dire ça parce que si je vous dis je vous invite pas à les relire, forcément vous allez avoir envie de les relire. C'est comme quand on dit je ne pense pas à un éléphant rose. Mais voilà, on va pas se mentir, je sais très bien que ces articles, ils sont, je vais pas dire pourris, mais très perfectibles. Mais au moins, ça m'a permis, en fait, lancer mon blog, c'était pas un peu comme faire mon coming out. C'était ma manière de dire, voilà, moi, le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais c'est ce qui me manquait dans ma vie, l'écriture, le fait de transmettre, le fait d'apporter du bonheur, etc. Et donc, je le remets de cette manière-là. Assez rapidement, c'est certain, j'ai eu envie de me former. J'ai eu envie de me former pour moi d'abord, parce que ça me rassurait de me dire que c'était pour moi. Et du coup, je me suis inscrite à une formation donc PNL, programmation neurolinguistique. En fait, pourquoi la PNL? J'en ai parlé à plusieurs personnes qui connaissaient la PNL, plusieurs thérapeutes aussi que j'avais pu rencontrer. Et beaucoup m'ont dit, la PNL, ça te permet vraiment de mettre un pied dedans. Tu pourras vraiment l'utiliser pour toi et que pour toi si tu en as envie. Et si tu as envie d'aller plus loin, ce sera un super outil pour utiliser avec tes patients, tes clients, parce que nous on dit pas patients. Et tous m'ont invité à ne pas trop lire de choses sur la PNL. Donc quand je suis allée dans cette formation, je ne vous cache pas que je n'avais pas lu un seul livre sur la PNL et que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et au final, tant mieux, parce que j'ai pu vraiment tout découvrir. Donc cette formation m'a énormément apprise pour moi déjà à comprendre mes émotions, à comprendre que chaque émotion était reliée à un besoin et que finalement, si on voyait les choses simplement, il fallait juste identifier le besoin derrière ça, m'a aidé à comprendre aussi ce qui était important pour moi et comment avancer vers un objectif, m'a aidé à apprendre plein de techniques, que ce soit la préparation mentale, la visualisation, transformer certaines croyances qui peuvent être limitantes. Bref, c'était super. Franchement, j'ai adoré. Sauf qu'à la sortie de cette formation, je me suis dit, c'est cool et bien évidemment qu'après 3 jours, j'avais déjà envie de le transmettre puisque ma nature éducative est quand même assez élevée. Mais je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir les ingrédients. J'ai plein d'ingrédients, mais j'ai pas la recette et je me vois pas forcément encore le transmettre à d'autres personnes. Donc là, je me suis orientée vers une formation de coaching. Et là, j'ai eu la recette. J'en ai même eu plein de recettes. Donc maintenant, je peux faire un mix de toutes mes recettes. C'est génial. Et c'est vraiment après cette formation coaching où je me suis lancée. Sauf qu'au milieu de tout ça, j'avais toujours mon métier de graphiste. C'est d'ailleurs pourquoi, au départ, je ne suis pas allée en formation de psycho. Parce que je voulais continuer à travailler, je voulais continuer à pouvoir être indépendante financièrement, payer mon loyer sans forcément retourner chez papa-maman. Et en vrai, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout ce choix parce que finalement, le coaching est beaucoup plus adapté à moi,
Dans le sens où la thérapie, et je trouve ça très bien puisque je suis actuellement une thérapie, mais la thérapie, on va être très tourné vers le passé, à essayer de comprendre un peu le pourquoi des choses. Là où en coaching, ça veut pas dire qu'on s'en fout du pourquoi ou du passé, c'est plutôt on prend ce qui est et on voit comment on avance avec tout ça. Donc ça correspondait plus tout simplement à ma personnalité. Et du coup, quand je sors de ma formation donc de PNL, puis après de coaching, ça a pris 2 ans. Donc bien sûr, pas 2 ans à temps plein du tout, hein, c'était vraiment... et c'est ce qui me convenait dans le rythme, c'est que je pouvais avoir mon job de graphiste, continuer à travailler pour mes clients et de temps en temps prendre une semaine de formation ou 2 semaines de formation ou un week-end. Donc c'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir continuer à travailler tout en me formant. Sauf qu'après, logiquement, on se dit, bon, bah voilà, maintenant tu as ta formation, tu changes complètement. Et j'écoutais un peu les gens autour de moi. Beaucoup de gens me conseillaient de ne pas arrêter d'un coup, de garder le graphisme, parce que quand même, financièrement, je gagnais ma vie, que si je recommençais tout à zéro, avant que je retrouve le niveau de vie que j'avais, ça allait peut-être être très compliqué, enfin voilà, que peut-être j'étais quand même encore trop fragile, et cetera, et cetera. Enfin, je pense que chacun projette un peu ses peurs et puis moi, comme je savais pas vraiment, j'écoutais un peu tout ça. Et puis, mars 2020 arrive, nous sommes confinés, le monde s'arrête, mes projets graphistes s'arrêtent, je peux enfin consacrer tout mon temps à mon blog et à mes accompagnements. Trop bien, parce que je peux le faire et en plus, je ne culpabilise même pas de le faire. Du coup, à ce moment-là, je pense que pour moi, le confinement, ça a été un peu 2 mois d'expérimentation où j'ai pu tester plein de choses. J'ai testé de faire, justement, profiter du confinement et de dire, voilà, je propose des séances de coaching gratuites, une séance par personne. Ça permet aux gens de discuter, de déposer aussi ce qu'ils ont besoin de déposer dans cette situation qui était quand même exceptionnelle et très inconfortable pour beaucoup. Et ça m'a permis, moi, en fait, de comprendre, voilà, peut-être les profils que j'aimais plus ou moins accompagner. J'ai écrit pas mal d'articles. C'est le moment où j'ai commencé d'ailleurs à écrire sur l'hypersensibilité. Je me suis rendu compte que, au-delà du fait que j'ai adoré ça, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai un peu plus fédéré la communauté sur les réseaux autour de cette thématique-là. Donc, en fait, vraiment, pour moi, ça a été le moment où je me suis un peu trouvée, j'ai affiné, j'ai écrit un livret d'accompagnement. En fait, ça m'a permis de ranger mon cerveau et de noter dans un coin tout ce que je savais faire et comment je voulais accompagner. Donc, ça m'a permis de tout me structurer. Et au sortir du confinement, j'avais pas encore 10 000 clients, hein, pour ne rien vous cacher. J'en ai eu 5 pendant le confinement, 5 vrais. Certains étaient encore en cours après le confinement. Et petit à petit, ça s'est mis en place. Mais je me suis rendu compte surtout d'une chose, et c'est là où des fois on ne sait pas, en fait, on pense qu'on va aimer quelque chose, mais on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas expérimenté. C'est que quand j'avais trop de séances de coaching, j'étais épuisée et ça me donnait vraiment plus d'énergie. Des fois, je disais limite, j'espère que mes amis et ma famille vont pas avoir de problème parce qu'en fait, j'ai pas l'énergie. Et à un moment donné, là aussi, pour le coup, ça venait à manquer de sens parce que pourquoi je donne toute mon énergie à mes coachés et plus à ma famille ou plus à mes amis ou même plus à moi parce que je n'en avais plus pour moi. Et donc de ça, je me suis dit, attends, si t'es même pas capable de coacher plus de 2 jours par semaine, ça vaut pas le coup d'avoir fait toute cette reconversion. Enfin, sur le coup, j'ai un peu paniqué. Et en parallèle de ça, j'ai rencontré donc Sabrina du collectif Who Run the World, qui est à la base, c'était un collectif de femmes entrepreneurs sur Annecy, qui est aujourd'hui devenu un organisme de formation pour les entrepreneurs. Et en fait, donc Sabrina m'a proposé différents formats. Elle me dit, voilà, dans le cadre du collectif, je te propose soit de faire un talk où tu racontes un peu ton parcours, soit de faire une formation, soit comme tu veux. Moi qui suis un peu challengeuse, oui, je me suis dit, écoute Sophie, de toute façon, tu prends le truc le plus long. Comme ça, si tu t'engages, tu le fais, tu paniques après. Donc, je lui ai dit, ok, je te propose de faire une formation. À l'époque, il me semble que c'était sur les émotions, quoi.
Et l'été a eu lieu et puis finalement, Sabrina a décidé de monter, un organisme de formation, parce qu'elle aussi a vécu le confinement et elle aussi s'est remise en question sur plein de choses. Donc l'organisme de formation est né et finalement, elle me propose de faire vraiment des formations en tant que formatrice sur, l'ikigai et l'organisation. Et moi, je me suis dit, bah, un peu comme d'hab, tu dis oui, tu paniques après, mais c'est surtout que je savais pas du tout si j'allais aimer ou non faire des formations, puisque dans ma tête, j'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Dans ma tête aussi, je n'avais rien à transmettre, ou en tout cas, ma force, c'était l'écrit, c'était le visuel, mais c'était en tout cas pas l'oral. Et puis finalement, je pense que dès la première journée de formation, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Que ça me donnait énormément d'énergie et que, en fait, ce qui me convenait dans ce type de formation, c'était de faire des formations en petit comité, donc 8 personnes max. Et c'était trop bien. Et du coup, bon, très bien, ça vient aussi un peu dans ma vie. Et donc, au moment où je me dis, je vais mettre un peu de formation, je vais mettre un peu de coaching. Finalement, est-ce que ça va me suffire ou pas? Et assez naturellement, je me pose, je dirais, 2 fois par an sur mon ikigai et sur mes intelligences et natures multiples. Aujourd'hui, je me suis formée à la méthode, des intelligences et des natures multiples justement pour pouvoir transmettre ça à d'autres personnes qui se cherchent, professionnellement ou même personnellement. Et donc aujourd'hui, voilà, en alliant un peu toutes ces méthodes, je sais que dans mon quotidien, j'aime avoir de l'écriture, du graphisme, du coaching, de la formation, de l'enregistrement de podcasts, etc., etc. Donc oui, aujourd'hui, ma vie, elle est pleine de casquettes et pleine de casquettes qui sont très différentes, puisque je vais accompagner des personnes hypersensibles à comprendre leur mode d'emploi, essayer de comprendre ce que veulent dire leurs émotions, à trouver leur rythme, à trouver leur place. J'accompagne aussi des personnes en questionnement professionnel, que ce soit des adultes ou des adolescents, à trouver ce qui leur plairait. Donc là, pour le coup, j'utilise vraiment la méthode de l'ikigai et des intelligences et des natures multiples. Ce qui est très chouette dans ces deux méthodes, c'est que en fait, l'ikigai est une méthode très introspective où on va vraiment aller creuser toutes les différentes bulles en soi de l'ikigai. Donc, pour vous le faire un peu rapidement, ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin. Donc là, on va être plutôt sur vos valeurs, ce qui a du sens pour vous, vos convictions, ce pourquoi vous êtes doué. Donc là, on est dans les compétences, le savoir-faire, vos qualités humaines et ce qui pourrait vous rémunérer, parce que le but dans le cadre du questionnement professionnel, c'est de trouver une activité qui permette aux gens de gagner leur vie. Et les intelligences et les natures multiples, où on a une approche, on va dire, presque plus rationnelle, dans le sens où en amont, j'envoie 2 tests en ligne à la personne. Donc, c'est des tests qui n'ont pas du tout été faits par moi, mais par justement Steven Rudolph. Et c'est des tests qui permettent de poser un peu des notes, comme si on évaluait chacune des intelligences et des natures multiples. De ça, ensuite, moi, je fais une séance avec la personne. Je vais lui expliquer, bien sûr, toutes les intelligences, toutes les natures. En fait, on va auto-évaluer chacune des intelligences et des natures. Donc, pour ça, j'utilise du questionnement, plein d'exemples, et on va vraiment creuser dans la vie de la personne. Et ensuite, et c'est ça qui est super chouette, c'est que du coup, l'outil en ligne nous propose une série d'activités, de tâches et de métiers qui correspondent, on va dire, au profil de la personne. Donc, c'est trop bien. Parce qu'en fait, le complément des deux nous permet d'avoir une vision très introspective et une autre beaucoup plus rationnelle ou algorithmique, avec une liste de métiers quand même qui ressort. Alors, comme je dis toujours, ça ne veut pas dire que c'est... Enfin, c'est comme si on est dans un magasin de vêtements et que je vous sors 15 robes ou 15 chemises en vous disant « celles-là sont parfaites pour votre morphologie. Vraiment, elles vous iront à merveille. » Ouais, mais peut-être que la robe noire avec les gros pois blancs, elle ne vous plaît pas du tout. Et que vous n'avez pas du tout envie de la porter. Et ça, c'est OK. Donc du coup, ces deux méthodes nous permettent de comprendre le profil et aussi les goûts et les envies de la personne. Donc ça, c'est super intéressant pour la partie accompagnement professionnel. J'ai un peu pris plus de temps sur cette partie-là, je m'en excuse. J'accompagne aussi des entrepreneurs via du coup l'organisme de formation Run the World à mieux s'organiser, à gérer leur mindset, leur état d'esprit,
à transformer aussi certaines de leurs croyances limitantes et à booster en fait leur business. Et à côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu. Je continue de publier des articles sur mon blog, je crée des podcasts, j'ai écrit des livres. Depuis du coup ma reconversion, j'ai écrit 4 livres et je suis encore graphiste pour certains projets. Je suis complètement consciente que ça fait beaucoup, beaucoup de casquettes. Mais pour autant, toutes ces casquettes me nourrissent. Et si vous m'enlevez une casquette, vous m'enlevez mine de rien une partie de moi. Je suis quelqu'un qui aime apprendre tout le temps. Je sais que toute ma vie, je continuerai de me former. Je fais à minima une formation par an. Donc cette année, je me suis formée en aromathérapie. Donc dès la fin d'année, je pourrais proposer des séances en aromathérapie. Alors comme je dis toujours, c'est pas pour soigner les verrues, bien que oui, je connais les méthodes pour soigner les verrues en aromathérapie. Mais moi, j'ai vraiment envie d'utiliser cette méthode pour la partie accompagnement des personnes hypersensibles dans la gestion des émotions. Alors, j'aime pas ce mot gestion, mais plutôt pour apaiser certaines émotions ou en olfacto-coaching pour faire remonter certains souvenirs. Donc voilà, pourquoi je vous ai dit tout ça, c'est plutôt pour vous dire que tout est cheminement et que si j'avais pas fait du graphisme dans ma vie, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui parce que je n'aurais pas fait de blog, je n'aurais pas écrit mes livres, ou du moins pas de la même manière, et j'ai en aucun cas la sensation d'avoir perdu du temps ou de m'être trompée de voie. Au contraire, j'ai appris énormément et pour moi, en fait, tout est graines qui se plantent, qui poussent et qui forment le bouquet petit à petit. Donc, je vais continuer dans ma vie de tester des choses, de réajuster, et ça me convient. Et du coup, si je peux vous donner un peu la structure de ce parcours, parce que l'idée, comme je vous l'ai dit au départ, n'était pas de vous raconter ma vie pour vous raconter ma vie, puisque je reste persuadée que ma vie, tout le monde s'en tape, et heureusement d'ailleurs, mais c'est plutôt de vous dire, voilà, à un moment donné, dans votre vie, si vous êtes déjà dans une activité et que vous identifiez, on va dire peut-être une frustration, un manque, un malaise, essayez de voir dans vos expériences passées ce que vous avez aimé faire, quels projets ou quelles activités vous ont donné de l'énergie, sur lesquels vous auriez pu, je ne sais pas, finir à minuit, voire même pas dormir la nuit parce que vous étiez en plein kiff. Ça peut être aussi de repenser à ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, parce que mine de rien, moi je l'avais dit, petite, je voulais être psy et écrivaine. Donc finalement, on n'en est pas loin, en fait, quand on est petit, on sait ce qu'on aime. On va naturellement vers ces activités-là. Et par la force des choses, parce qu'on a entendu parce qu'on on nous a dit non, ça c'est pas bien, ou parce qu'on s'est limité nous-mêmes, on oublie ces choses-là. Donc là, déjà, les premières étapes, c'est rebalayer un peu le passé et voyez ce que vous avez aimé faire ou ce que vous aimiez faire. Ensuite, prenez le temps vraiment de vous poser les questions, faire un ikigai, que ce soit faire le test des intelligences et natures multiples ou des tas d'autres choses. Il y a des tas d'autres méthodes. Ça peut être un bilan de compétences aussi. Mais ça permet de faire un état des lieux, on va dire, à l'instant T et de se dire, voilà, là, j'en suis là, j'aimais bien ça, j'aimais bien ça. Ça, j'en veux plus aussi. C'est important de savoir ce qu'on ne veut plus et comment on avance par la suite. Et ensuite, moi, je vous invite toujours à tester. Parce que tant qu'on ne s'est pas confronté, on ne sait pas si vraiment ça nous plaît ou pas. Quand ça plaît, on le sait quand même assez vite. Alors oui, il y a des peurs, bien sûr qu'elles sont là, mais derrière ces peurs, quand ça plaît, il y a toujours cette part d'excitation. Et du coup, c'est intéressant de s'en rendre compte. Et une fois que vous avez testé, si ça vous plaît, vous gardez. Si ça vous plaît pas, vous réajustez. Et ayez conscience que peut-être que dans votre vie, vous allez réajuster toute votre vie. Et comme j'aime bien le dire, c'est OK. En fait, on est tout le temps en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Peut-être que dans votre vie personnelle, il y a des changements et du coup, forcément, à un moment donné, ça va se répercuter sur votre vie professionnelle. Moi, personnellement, assez rapidement, je savais que je voulais être indépendante. En fait, dès petite, c'est quelque chose que j'aimais faire mes devoirs toute seule, j'aimais pas forcément travailler en équipe. Et quand j'ai fait mes études de graphisme, j'ai tout de suite voulu me former en web pour pouvoir en fait avoir mes propres clients, pour pouvoir être capable de gérer un peu tout toute seule. Donc ça, c'est quelque chose que je savais et qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais j'ai quand même eu besoin de le tester pour voir. Donc, j'ai fait du salariat.
j'ai fait de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, je sais très bien que même si l'entrepreneuriat, c'est très insécure, finalement, au quotidien, je suis moins stressée que quand j'étais salariée. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'entrepreneuriat, j'ai la sensation d'avoir plus de contrôle. Hashtag contrôle fric, on y revient toujours. Alors, c'est pas le cas parce que je ne contrôle pas tout, mais en tout cas, d'avoir une vision sur tous les projets. Voilà. Je pense que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un mail, m'envoyer un message sur Insta pour me dire si ce genre de format vous plaît ou pas, ou si vous vous en tapez de ma vie. Et n'hésitez pas aussi à me partager vos parcours. Si vous êtes intéressé par un ikigai, un accompagnement hypersensible ou quoi, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on en discute. C'est toujours d'abord un appel découverte et après, on voit si on peut travailler ensemble parce que je ne peux pas accompagner tout le monde, parce que si vous n'avez pas le feeling avec moi ou si je n'ai pas le feeling avec vous, le travail ne se fera pas et l'idée, c'est pas que vous perdiez du temps et de l'argent. C'est vraiment qu'on avance ensemble si je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner ou sinon, bien sûr, je vous réoriente. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce parcours aura pu vous aider et planter peut-être une petite graine dans votre réflexion. J'espère à très vite et merci. Belle journée. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.